Et pour enchaîner, nous allons aborder un sujet extrêmement important qui va être le projet de règlement européen sur l'intelligence artificielle. C'est un projet, il est en discussion, mais la première ébauche a déjà été publiée. Et pour analyser cette ébauche, j'appelle sur scène Alain Bensoussan, qui est avocat spécialisé dans le numérique bien connu, avocat du cabinet Alain Bensoussan, avocat. Bonjour. Alors, Monsieur Bensoussan, comme je disais, le projet est encore sous forme de projet, il n'est pas finalisé. Thierry Breton nous a dit qu'on aurait vraisemblablement un règlement dans 18 mois, donc on a le temps quand même d'y réfléchir, mais c'est le bon moment de se poser les bonnes questions. Et pour nous, vous l'avez analysé, et donc je voudrais bien savoir ce qui... Avec les grands sujets, on régule quoi exactement? Parce que l'intelligence artificielle, c'est quand même très très vaste. Qu'est-ce qui est autorisé? Qu'est-ce qui est interdit? Et puis, on l'a un peu évoqué, quels sont les risques pour l'entreprise? J'ai la présentation PowerPoint, je peux la lancer. Vous avez besoin de la présentation, il vous faut une petite zappette. Si vous voulez bien. Ce qui est beaucoup mieux. Merci beaucoup pour cette introduction. Je vous propose une réflexion sur un projet qui est extrêmement avancé et qui va modifier structurellement l'Europe au niveau du droit de l'intelligence artificielle. Nous avions d'autres projets qui venaient de la part du Parlement, et c'est dans le cadre d'un travail sur plusieurs années qu'aujourd'hui on est sur un texte non pas en position finale, mais dont la structure ne sera pas modifiée, me semble-t-il. Je vous propose d'examiner la situation très très rapidement de la manière suivante. C'est que en termes d'enjeux, comme c'est un peu petit, en termes d'enjeux, c'est que l'Europe a décidé de mettre en place un élément horizontal. Je vais m'avancer un peu parce que je n'avais pas pensé que ce serait si petit et je voudrais le dire dans le bon ordre. Cette régulation horizontale, le monde entier aujourd'hui, il y a plus de 100 réglementations sur l'intelligence artificielle et ce qui nous intéresse ici en Europe, c'est qu'on a une approche non pas verticale, il y a le droit des voitures autonomes, le droit des drones, même en France, il y a le droit des navires intelligents. Et en fait, aujourd'hui, l'Europe va se doter d'une structure horizontale, ou sur laquelle on va plugger, comme le disait M. Breton, des réglementations sectorielles. Le défi, c'est comment arriver dans un cadre mondial à avoir une réglementation quand même qui reste au niveau de l'Europe. L'actualité, c'est tout le monde a besoin d'une IA robuste et explicable, compte tenu de la puissance de ces systèmes. Et les tendances, eh bien, c'est d'essayer de faire un marché unique. Et ce qui est intéressant, c'est que l'Europe, peut-être tirant les conséquences de la situation antérieure sur une surrégulation, va organiser, me semble-t-il, avec élégance et excellence, ce qui est le défi du XXIe siècle pour le développement de l'humanité. Élégance, c'est que l'on va mettre en place un projet qui est basé sur les valeurs de l'Union européenne. C'est une approche par la mise en application dans l'IA, par l'IA, de la Charte des droits fondamentaux, avec l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux, la dignité. C'est en cela où c'est extrêmement élégant. Le droit n'est que l'écume des valeurs. Le deuxième élément d'excellence, c'est l'idée qu'il faut organiser un marché de sécurité, de confiance et de valeur, mais à minima, uniquement ce qui est vraiment nécessaire. Et je vous propose de regarder comment ceci s'organise. Les lignes directrices, rapidement, les systèmes d'IA au risque, l'harmonisation et les sanctions. Le cadre juridique, les SIA, les objectifs, le périmètre géographique, le futur texte, il se situe, je l'ai appelé pour l'instant, projet de règlement des systèmes d'intelligence artificielle. Il faut bien évidemment le coordonner avec le RGPD.
et puis mettre en place, il y a d'autres règlements qui sont à coordonner, le tout sur le droit primaire, le traitement de l'Union européenne, le traitement de fonctionnement de l'Union européenne et surtout la charte des droits fondamentaux. C'est une IA responsable sur les valeurs de l'Europe. Au-dessus des actes d'exécution, des actes délégués pour faire avancer ce texte et bien évidemment une loi particulière parce que le règlement va permettre aux États de prendre des mesures complémentaires. Le nouveau système est organisé de la manière suivante. L'intelligence artificielle est un système de liberté avec 4 niveaux, un système d'interdit, un système à haut risque, des systèmes particuliers et puis la partie IA militaire qui est exclue. Mais c'est un principe de liberté. Approche par les valeurs, eh bien, quel que soit l'intérêt de l'IA, est interdit l'altération de la conscience, la manipulation des personnes vulnérables, l'évaluation sociale et l'utilisation de la biométrie dans l'espace public en temps réel, sauf pour des raisons exceptionnelles, protection des victimes par exemple ou lutte contre le terrorisme. Le cœur, principe de minimisation de la réglementation des SIA à haut risque. Lorsqu'il y a de très hauts risques, alors on va mettre en place un processus de sûreté et de sécurité. Des SIA particuliers qui présentent quelques éléments de dangerosité plus faibles que les précédents, mais tout aussi nécessaires à surveiller, des obligations de transparence, de compréhension que l'utilisateur doit pouvoir attraper, et enfin l'exclusion pour la partie militaire. Les objectifs, c'est une IA de confiance, une IA de sécurité, une IA de droits fondamentaux dans une IA responsable au regard des valeurs européennes. Le périmètre géographique, c'est la totalité de l'Europe dès le moment où on est en Europe, où on utilise des processus qui sont à l'étranger vers l'Europe, ou lorsqu'on met en place des résultats de l'étranger hors Union européenne vers l'Europe. Donc c'est l'ensemble des conditions d'utilisation de l'IA en Europe. Pour les systèmes à haut risque, une définition assez simple. Les composants de sécurité qui utilisent de l'IA, les produits de sécurité qui sont de l'IA en tant que tels pour faire la sécurité, eh bien, sont soumises à la réglementation. Ça, c'est une définition par critère. Et le deuxième critère, c'est une liste que l'on retrouve dans une annexe numéro 3. Les exigences, dès la conception, minimisation, dès la conception, définition et gouvernance, vous avez compris, à chaque étape, conception, application, maintenance, mise sur le marché et mise en service, vous avez traçage et enregistrement, utilisation et transparence, cadre et décision, exécution et robustesse, cybersécurité et notification. C'est-à-dire un système assez similaire, vous voyez, avec le RGPD. C'est en fait une organisation de la sûreté des systèmes d'IA. L'harmonisation, très rapidement, un comité d'intelligence artificielle, comme il y avait le comité qui regroupait l'ensemble des CNIL, vous savez, le CEPD, dans le cas du RGPD 2679, une autorité de contrôle, une autorité de notification, une base de données de l'ensemble des SIA au risque et un bilan, au début tous les 3 ans et après tous les 4 ans. Donc un système qui se veut au plus près de la réalité économique, avec une volonté de faire de l'Europe un leader dans le domaine de l'IA, tout en ne bloquant pas l'innovation et en organisant l'harmonisation. Pour que le système soit vraiment efficace, un processus de sanction, comme le RGPD, mais si vous avez en tête le RGPD, on avait bien 10 millions, 20 millions, mais là, on a une couche de plus, c'est 30 millions. 30 millions ou 6% du chiffre d'affaires global de l'année précédente pour les SIA interdits et pour les SIA et la gouvernance des données. 20 millions pour non-conformité des SIA, SIA à risque ou SIA à transparence, et 10 millions pour les informations inexactes données aux régulateurs. C'est dans ce cadre que se situe ce projet de règlement. Il est en discussion devant le Parlement. Il fera l'objet effectivement d'arbitrage de dernier niveau dans un trilogue. Et il faut penser qu'il sera opérationnel, d'abord dans un délai de 2 ans et qu'il aura bien évidemment un délai de mise en place aussi de 2 ans. Merci.
Alors, j'ai une première question pour vous. Vous avez beaucoup évoqué et fait le parallèle avec le RGPD, qui a été un sujet pour toutes les entreprises et qui en est encore un, puisque c'est à la fois extrêmement contraignant, mais tout à fait nécessaire pour protéger les données personnelles. Monsieur Bensoussan, est-ce que ça va être une nouvelle difficulté, un degré de difficulté et de risque, parce que vous avez dit que maintenant le risque c'est 30 millions, ou est-ce que ça va aider les entreprises à faire une IA responsable? Pour faire une IA responsable, il faut des acteurs responsables. Et dans ces acteurs, il y a bien évidemment les fabricants, il y a ceux qui mettent sur le marché et il y a les utilisateurs. On ne peut pas laisser l'intelligence artificielle, par exemple, manipuler les consciences. On ne peut pas laisser l'intelligence artificielle ne pas être apparente. Un des points les plus importants, me semble-t-il, c'est le droit à la transparence, le droit à la compréhension qui fait qu'un usager sait qu'il est en face d'un robot, un robot logique, ou voire même, c'est plus facile, un robot physique, mais un robot logique, encore que, si vous regardez certains robots japonais, lorsqu'on est à une distance un peu éloignée, on peut se poser quelques questions compte tenu de leur capacité anthropomorphique. Donc, le fait de comprendre qu'on est en face d'une machine et non pas d'un humain, c'est un élément essentiel. Et les risques de tromperie sont énormes. Donc, une IA responsable, c'est une IA de confiance, c'est une IA loyale. Et lorsqu'on est en face d'opérateurs déloyaux, on a prévu effectivement une échelle importante de peine. Qu'est-ce qui est à régler? Pourquoi on règle ce problème-là de cette façon-là? Eh bien, tout simplement parce qu'on est en présence d'une nouvelle machine. Une nouvelle machine qui a son ipséité, c'est-à-dire une machine qui est apprenante. Elle a une expérience. Elle dispose d'une double autonomie, une autonomie de compréhension grâce à ses capteurs et la puissance de calcul associée, et une autonomie de décision grâce à son expérience et sa capacité de prendre effectivement des actions indépendamment de son créateur. On a défini des règles du jeu dans les algorithmes, mais ensuite la décision est autonome et deux, entre guillemets, machines, deux robots placés dans les mêmes conditions, mais ayant des expériences différentes, vont prendre des décisions différentes. D'où l'importance du jeu de données, de la gouvernance de données, la lutte contre les biais. C'est cela qui constitue la nouveauté, cette autonomie. Et donc, deux éléments ont été mis en place. Il faut aller vers une irresponsabilité, bien évidemment, des agents économiques, ou en tout cas de limiter leur responsabilité, puisqu'il y a une certaine indépendance. Et donc là, on a mis l'ensemble du processus sur d'abord le producteur, ensuite le distributeur, ensuite l'utilisateur. C'est-à-dire que pour que chacun des éléments de la chaîne soit responsable, tout en n'étant pas forcément coupable, on crée un mécanisme de certification, un mécanisme où des autorités interviennent pour vérifier les plans de sûreté et de sécurité, de telle manière que l'on ait une IA qui reste dans un environnement de confiance. C'est ça l'enjeu. Et donc mettre en place des condamnations de ce haut niveau, c'est aussi un enjeu des risques, parce qu'on gère surtout l'IA à haut risque, donc l'IA qui présente des dangers dans le domaine de la santé, dans le domaine industriel. Imaginez ce qu'est la cybersécurité lorsque l'agent intelligent lui-même a été doté d'algorithmes pour, entre guillemets, détourner des données, ou voire même créer, le texte le prévoit, des atteintes physiques aux personnes. On a vu, regardez, dans le cas du RGPD par exemple, on a mis un texte à très haut niveau, dans le cas du RGPD. C'est quand même, honnêtement, 10, 20 millions, il y a des condamnations à 100 millions. Vous vous rendez compte le nombre de détournements de fichiers de santé? C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'hackers qui, malgré ce niveau très élevé, eh bien, continuent à pirater, en plein moment de difficulté de pandémie, à pirater les fichiers et les mettre sur la place publique. Donc, vous voyez bien, même à ce niveau-là, du côté du RGPD, on n'arrête pas la délinquance. Il faudra peut-être prévoir, au-delà des condamnations en termes financiers, peut-être des condamnations pénales supérieures si on veut une IA responsable et de confiance. Ça, c'est pas dans le texte. Non,
Okay. Ça, c'est moi qui l'ajoute. Ça, c'est vous qui Alors, l'ajoutez. pourquoi? Parce que je vous avais vu, si on je l'avais pas revient vu. sur la présentation, il y a une couche au-dessus où j'ai laissé en blanc, puisque c'est les lois qui vont intervenir. Ces lois vont intervenir à 2 niveaux. Elles vont intervenir pour mettre en œuvre le mécanisme de responsabilité, avec des juridictions éventuellement spécialisées. Une deuxième, c'est de savoir si le service public, les organismes publics seront soumis au régime aussi de condamnation. Et enfin, c'est de compléter effectivement l'organisation économique de sanctions par éventuellement une organisation effectivement pénale. Comme c'est dans le cas du RGPD. Dans le cas du RGPD, vous avez 2 possibilités de condamnation. Une condamnation en termes d'amende administrative et aussi, bien évidemment, en termes de sanctions pénales. Simplement, il peut y avoir confusion des éléments financiers sur demande effectivement de la partie qui subit cette condamnation. J'ai une question extrêmement concrète. Quand on est une petite entreprise, voire même une entreprise de taille moyenne, une ETI, on n'a pas forcément ni les moyens ni les compétences pour développer ses propres algorithmes d'intelligence artificielle. Donc on les prend, on les achète ou on les prend, j'allais dire sur étagère. Dans ce cas-là, quel est le niveau de responsabilité de l'entreprise qui adopte des algorithmes qui sont développés par d'autres? Il faut faire une distinction entre les algorithmes qui seraient sur des plateformes en Europe et les algorithmes qui seraient des plateformes hors Union européenne. On va commencer par les algorithmes qui sont sur plateforme en Union européenne. Celles-ci, elles doivent être conçues et réalisées dignité by design, règlement, conforme au règlement by design avec des organismes de contrôle de cette conformité. Donc a priori, le problème ne devrait pas se poser. L'idée, c'est qu'on ait un marché sûr, des plateformes qui mettent à disposition des utilisateurs des systèmes d'IA de confiance responsables. Et labellisés. Et oui, certifiés. Certifiés, c'est le point important. Parce qu'on ne peut pas, chacun d'entre nous, c'est comme pour des avions, pour des machines, on ne peut pas chacun d'entre nous faire toutes les vérifications, ça n'a pas de sens. Et donc tout le système de confiance est basé par ces certifications, un niveau général sur plan technique, un niveau de sûreté, un niveau d'autocontrôle et des certifications. Ce qui permet d'avoir une liberté encadrée. Alors maintenant, le problème, c'est les plateformes qui sont à l'extérieur de l'Union européenne et qu'on viendrait mettre en service en Union européenne ou dont on utiliserait les résultats en Union européenne. Eh bien, ces fabricants étrangers sont responsables et ils n'ont pas le droit de commercer vers l'Union européenne sans eux-mêmes obéir aux règles de ce projet de règlement et demain de ce règlement. C'est-à-dire que dans tous les cas de figure, on devrait avoir des IA responsables au sens de la confiance. Quand on utilise une IA responsable et certifiée et qu'il se passe quelque chose qui ne devrait pas se passer, je ne sais pas, on n'est pas responsable. On ne va pas payer l'amende jusqu'à 30 millions d'euros. C'est pas si sûr que ça, parce que le texte il prévoit donc la responsabilité du fabricant en premier niveau, la responsabilité du distributeur en deuxième niveau, la responsabilité de ceux qui mettent en service en troisième niveau et la responsabilité de l'utilisateur. Parce que lui-même, l'utilisateur, il ne va pas le faire pour lui-même. L'utilisateur, ça va être en général une personne morale. Et donc derrière, on va trouver des personnes physiques employées, personnes physiques clients, personnes physiques fournisseurs. Et donc l'utilisateur lui-même a l'obligation de vérifier que l'IA qu'il utilise dispose des niveaux de certification adaptés à l'usage qu'il va en faire. Donc même l'utilisateur est en position de responsabilité parce que derrière, il y a des personnes physiques. Et l'idée, c'est de protéger ces personnes physiques sur les droits fondamentaux, de protéger ces personnes physiques sur leur sécurité informationnelle et de protéger ces personnes physiques sur l'intégrité physique qu'elles pourraient effectivement subir du fait de ces IA. On a un très très joli texte. C'est un beau texte. Ouais. C'est un très joli texte. Je pense que moi qui travaille depuis pratiquement 10 ans, mon premier ouvrage était en 2015, parce que je défends l'idée de la personnalité juridique des robots. Je défends l'idée de l'irresponsabilité de l'humain lorsqu'on est en présence d'un robot autonome. Et donc ça fait 10 ans que je travaille sur la plupart des textes du monde. C'est à mon avis le texte le plus élégant et le plus excellent. C'est un texte minimaliste, j'attire votre attention, qui ne gère que la partie conception de mise sur le marché
et de mise en service. C'est une approche un peu comme en matière de médicaments, vous voyez. On prend uniquement les cas les plus graves et on essaye de minimiser la réglementation tout en maximisant la protection de chacun d'entre nous. Ça, vous vous rappelez, j'avais dit il y a 40 ans, on m'avait dit, vous savez, l'informatique, la protection des données personnelles, ça ne marchera jamais en 1978. On est en plein mainframe. Et vous verrez dans le monde entier aujourd'hui, il y avait un processeur d'universalité dans la loi informatique fichier liberté. Je dirais 2 mots avec le RGPD. Qu'est-ce qu'il y avait dans la loi informatique et liberté qui en faisait un standard mondial? C'était d'abord les valeurs. La loi de 78, c'est les droits de l'homme numériques. Et il y avait un processeur d'universalité qui disait qu'un pays tiers ne pouvait importer des données que si et seulement si il acceptait de protéger les données françaises et demain, 95-46, les données européennes. Ensuite, le RGPD, car on retrouve ce processeur dans les 3 niveaux s'il appliquait les règles européennes. C'est-à-dire que quelque part, on exportait nos valeurs par ce processeur d'universalité qui empêchait l'importateur d'appliquer uniquement sa loi locale. Le monde entier aujourd'hui, plus de 100 pays ont des réglementations conformes, très proches de la directive 95-46, qui est 80% la loi française. Eh bien, il me semble que là, directement, non pas partir de la loi française pour aller vers l'Europe et ensuite le RGPD, mais directement de l'Europe, un texte qui va permettre de créer peut-être une IA dans une terre des hommes numériques. Alors, une dernière question avant de passer la parole à la salle. Il reste 18 mois. Donc, un conseil, pendant 18 mois, on attend, on reste les bras croisés. On fait quelque chose et qu'est-ce qu'on peut faire? On se prépare comment? Alors, on peut faire 3 choses. D'abord, on peut intervenir. Il y a tout un espace de concertation au niveau Parlement et je pense que toutes les fédérations professionnelles, toutes les entreprises, start-up qui ont envie de s'exprimer sur l'ensemble des exigences, hein, c'est une gestion des risques, de la documentation, de la gouvernance des données, pour faire ça. Donc, participer au débat et créer un texte à vocation mondiale. Parce que l'IA, elle sera mondiale. C'est évident, les technologies étant mondiales, il y a toutes les chances pour que la réglementation soit à peu près similaire. Et donc, si quelque part l'Europe, qui prend une avance dans cette réglementation horizontale, obtient que le monde entier partage ses valeurs de sûreté et de confiance, à partir du concept de charte des droits fondamentaux de la dignité, on aurait de nouveau une exportation de nos valeurs, et ce n'est pas rien. La deuxième chose, c'est que c'est irréversible. Ce texte va arriver, et ce texte, il est basé sur des principes généraux de l'IA. Une IA de confiance et responsable, ça se construit. Et donc, commencer à la construire dès maintenant, pour une utilisation, il faut 1, 2 ou 3 ans pour pouvoir arriver sur le marché. Ça veut dire que les IA qui sont conçues maintenant, il faut les penser conformément à ce texte qui, à 80%, ne va, à mon avis, pas changer. Donc, pour toutes les créations. Et le 3e point, qui est intéressant de faire tout de suite, c'est d'essayer de voir comment, effectivement, au-delà de la conception des nouvelles IA, pour les anciennes, vous pouvez les modifier pour qu'elles convergent vers, effectivement, ces valeurs qui sont les valeurs de l'IA responsable au sens de ce projet de règlement. Merci pour tous ces conseils. Je vais passer la parole à la salle s'il y a des questions. Monsieur, je vous rappelle, pardon, et je vois que vous le faites, de bien garder votre masque quand vous posez la question. Merci. Je l'ai gardé. Hein, merci pour votre intervention. Juste une petite question, une demande de précision. Tout à l'heure, dans les SIA interdits, vous avez précisé l'évaluation sociale. Or, si on pense au système d'évaluation sociale, de notation sociale de la Chine, c'est à peu près clair. Mais un SIA d'évaluation sociale en marketing, c'est extrêmement courant. Tous les SIA de recommandation, c'est de l'évaluation sociale. Donc, quelle définition se trouve derrière cette notion ? Alors, c'est une évaluation sociale plus générale que ça. Ici, vous avez raison, je ne parle pas de la Chine qui a fait un choix, mais pour les parties sectorielles du secteur privé,
il me semble, hein, sauf modification du Parlement et ensuite du Conseil, après arbitrage du trilogue, il me semble que les notations sociales plutôt à vocation marketing continueront à s'appliquer. En plus, je ne suis pas sûr que c'est vraiment ce que vous dites comme exemple, vous avez raison, mais est-ce que c'est vraiment de la notation sociale ou est-ce que c'est de la segmentation sociale? Je pense que c'est plutôt de la segmentation sociale. La notation sociale, c'est vraiment donner une note avec un comportement, avec des droits et des obligations. C'est, je pense, une classification de plus haut niveau. Et c'est celle-ci il faut résister à ce que chacun d'entre nous porte quelque part à je suis moi type 2, type 3, type 4, vous voyez, c'est ça l'idée, et que le fait de l'interdire d'entrée, c'est aussi quelque part afficher une certaine forme de démocratie numérique. Ce ne sera pas du sectoriel, c'est vraiment a priori général. Et pour moi, ce que vous indiquez, mais on peut bien sûr évidemment dire que c'est de la notation sociale, pour moi c'est plutôt de la segmentation sociale. Merci. Y a-t-il une autre? On a le temps pour une autre question. Parfait. Pardon, excusez-moi. Je n'avais pas vu. On a parfois un peu de lumière dans les yeux. Oui. Oui, bonjour. Je rebondis sur la question précédente. Mais vous savez, pour concevoir des chatbots de dernière génération, on pourrait avoir des choses qui se ressemblent à la notation sociale. Vous savez, pour bien interagir avec son interlocuteur, il faut savoir à qui est-ce que l'on a affaire. Selon les cultures, selon les personnes que l'on a en face, une question n'a pas la même signification, etc., etc. Donc pour cela, préalablement, on doit évaluer par rapport à ce que l'on sait l'interlocuteur que l'on a en face de nous. Là encore, vous avez raison, mais ça me paraît de nouveau être plutôt de la segmentation que de la notation sociale au sens, l'exemple que vous avez pris, c'était la Chine, ou ce qu'on peut revoir, qui est de classer les gens vers une note particulière. Tout ce qui est adaptation à la personne me paraît aller dans le sens d'une IA responsable. Pourquoi? Parce qu'on est passé d'un mécanisme de 1 à N, c'était un producteur qui parlait à un ensemble de consommateurs d'intelligence moyenne. Ici, on a un dialogue avec le chatbot et il faut aller vers un dialogue de 1 à 1 en le classifiant de la manière la plus précise possible. Mais ce n'est pas forcément lui donner une note. Le fait de le classer en C++, le fait de voir si son langage est un langage plutôt en fonction de l'âge, d'essayer de mettre une fonction de son langage en fonction de son prénom, par exemple, voir son adresse, c'est pire. Tout ce qui est segmentation, aujourd'hui, est déjà réglé par le RGPD, article 28. Et j'attire votre attention que le RGPD reprenait la directive 95/46 qui reprenait elle-même sur cette question-là, l'ancien article 10 de la loi 78/10. Donc tout ce qui est segmentation, classification, organisation, structuration, c'est pas vraiment de la note sociale, bien que ça y participe. La note sociale, c'est vraiment commencer à mettre une quantité sur une personne avec tous les comportements qui vont avec. Non, mieux connaître la personne, ça me paraît être une IA responsable, parce que ça permet aussi de mieux s'adapter à la personne en cause, et quelque part, ça donne de la confiance si on applique le principe de transparence et de loyauté. Ce qui est important dans le projet de règlement, c'est qu'il faut que la personne, elle sache qu'elle est face, non pas à un humain, mais qu'elle est face effectivement à un robot. Et la loi de Californie est intéressante. Il y a déjà en Californie, de manière sectorielle, une réglementation pour ce que vous dites, monsieur, les chatbots, qu'ils soient en vocal ou les voicebots, qui indique que la responsabilité n'est pas la même par rapport à celui qui met en place le chatbot s'il dit ou non que c'est un chatbot. Parce qu'on peut considérer que l'agent humain face à un agent intelligent n'aura pas le même comportement et devra peut-être faire acte de plus grand discernement lorsqu'il est face à un agent intelligent que lorsqu'il est face à un agent humain.
Merci beaucoup. On voit avec vos questions que le sujet est vaste et les zones doivent être encore précisées. Merci Alain Bensoussan d'être intervenu très en amont, comme toujours, et de nous avoir donné les grandes lignes de ce projet de réglementation. Je vous propose de faire une pause et de revenir ici même à 11 h pour assister à la suite des débats. Merci beaucoup. À tout de suite. No one in this world